Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de mars. Comme chaque année, à cette période, ce numéro est consacré à l'arrêté des comptes. Et pour m'accompagner tout au long de ce numéro spécial, j'accueille sans plus attendre notre fidèle spécialiste, Monsieur Jean-Charles Boucher, associé en charge de la doctrine au sein de RSM France, coprésident de la commission commune de doctrine comptable de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, et également membre de la commission des normes privées de l'ANC. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Marianne. Alors merci de venir nous apporter vos éclairages sur certains points d'actualité et de vigilance pour l'arrêté des comptes 2017 qui font par ailleurs l'objet du dossier de l'ARF comptable du mois de février 2018, ça ne vous aura pas échappé. Je crois, Jean-Charles, que vous souhaitiez tout d'abord nous faire part des retours d'expérience que vous avez eus sur l'évaluation des fonds commerciaux et des écarts d'acquisition non amortis, sujet qui concerne toutes les clôtures de comptes depuis 2016 finalement. Alors quelles sont en pratique les difficultés rencontrées par les professionnels ? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité cette année pour cette actualité. Donc effectivement, c'est un sujet, vous l'avez rappelé, dont on avait longtemps débattu en 2016 pour l'arrêté des comptes 2016, mais qui finalement se trouve être un sujet chaque année pour les professionnels et les entreprises, puisque les règles, et je pense que toute la profession le sait aujourd'hui, imposent un test de valeur sur tous les fonds commerciaux et écarts d'acquisition non amortis. Ce test de valeur pose effectivement des difficultés pratiques, notamment pour les groupes qui ne font pas partie de sociétés cotées qui appliquent les IFRS et pour lesquelles ces règles ont été en place depuis très longtemps, en termes de test d'évaluation à la clôture. Et donc, on a été sollicité au niveau de la profession, Conseil supérieur de l'ordre ou Compagnie nationale des commissaires aux comptes, pour savoir un petit peu comment faire en pratique ces évaluations qui posent de vrais problèmes pour les entreprises et inciter les professionnels à fournir de la méthodologie à la fois aux responsables comptables des entreprises, mais aussi à leurs collaborateurs dans le cadre des travaux de clôture. Alors, le point sur lequel je voulais insister, sur lequel la profession a fait de la communication et sur lequel on a travaillé aussi dans les réponses qu'on a pu faire auprès de confrères, c'est de dire d'abord de quoi parle-t-on, parce que c'est la difficulté première qui se pose dans cet exercice-là. Le fonds commercial, c'est un actif qui est résiduel. C'est-à-dire que quand on achète un business, on est en général assez capable de savoir quelle est la contrepartie du prix qu'on a payé parce qu'on sait plus ou moins identifier la composante du prix qu'on a pu acquérir du fait de cette opération. Mais il reste peut-être une partie du prix qu'on n'est pas forcément à même de pouvoir affecter à un actif en tant que tel. C'est ce qu'on appelle le fonds commercial dans les comptes individuels ou l'écart d'acquisition dans les comptes consolidés. Et justement, c'est parce que c'est résiduel qu'on a du mal à comprendre comment l'évaluer chaque année. Puisque c'est quelque chose de résiduel, on ne sait pas a priori de quoi il s'agit, donc on a évidemment des difficultés à pouvoir l'évaluer tous les ans. Donc, on a rappelé, fort de ce constat, aux professionnels qu'il fallait faire une analyse d'ensemble de la société pour ensuite déterminer par différence la valeur qui résultait de cette soustraction et qui sera affectée au poste fonds commercial. Et c'est cette valeur évaluée par différents critères, je reviendrai dans quelques minutes dessus, qui va être comparée à la valeur comptable du poste fonds commercial. D'accord. Donc, c'est un vrai sujet et je suis très content que vous ayez insisté là-dessus pour ouvrir votre présentation, parce que ça veut dire en fait que tous les ans, on va demander aux entreprises d'évaluer leur société globalement pour ensuite, par différence, voir quelle est la valeur actuelle qui reste à comparer à la valeur comptable du fonds commercial. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle ne s'attend pas à s'évaluer tous les ans. Le dirigeant va faire ce genre d'études quand il va vendre sa société ou il va faire des opérations avec des partenaires, mais il ne va pas se poser ces questions forcément tous les ans mécaniquement. De la même manière, dans les comptes consolidés, pour les écarts d'acquisition qui sont non amortis, et vous avez bien fait d'insister sur le non amorti, puisque ce test de valeur est obligatoire uniquement dans ce cas, ça va être aussi une problématique pour les groupes, puisqu'il va falloir, là encore, essayer de regrouper peut-être des actifs pour pouvoir essayer de faire une comparaison appropriée entre la valeur qu'ils ont déterminée de leur business, de leur unité génératrice de trésorerie, et la quote-part de goodwill qui est affectée à ces groupes d'actifs ou à cette unité génératrice de trésorerie. Donc c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est important de rappeler ce que je viens de dire, c'est de partir d'une démarche globale et ensuite
par différence, arriver à déterminer une valeur actuelle et qui sera comparée à la valeur comptable. Et c'est ça sur quoi je voulais insister cet après-midi, parce qu'effectivement, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas spontané. Les confrères ont besoin de méthodologie. Je sais que votre revue a fourni pas mal d'exemples pratiques pour arriver à ces conclusions et permettre aux confrères de travailler sagement sur ce sujet. Alors après, deuxième retour important d'expérience que je voulais vous partager, c'est notamment dans les comptes consolidés, qu'est-ce qui se passe pour des groupes qui avaient par exemple pris une participation dans une filiale avant la réforme du 1er janvier 2016 dont on vient de parler, et qui vont, après cette date du 1er janvier 2016, prendre un complément de participation dans la même société. Je m'explique. Imaginez le cas d'un groupe qui prend 70% de contrôle sur une filiale avant 2016 et qui, en 2016 ou cette année, en 2017, va prendre les 30% qui restent. Vous le savez, en norme française, quand on a un complément de participation à constater dans les comptes consolidés, on est obligé de déterminer un écart d'acquisition sur ce complément de participation. Donc la question qui s'était posée était de savoir, est-ce que, dans la mesure où j'avais pris une option, par exemple, de ne pas amortir mon écart d'acquisition au 1er janvier 2016 du fait de la réforme, puisqu'on vient de parler du non-amortissement. Les sociétés, les groupes avaient la possibilité de ne plus amortir leurs écarts d'acquisition. Imaginons le cas d'un groupe qui décide de ne plus amortir son écart d'acquisition qu'il avait constaté sur les 70%. Qu'est-ce qui va se passer pour les 30% qu'il vient de reconnaître en 2017? Est-ce qu'il est lié avec ce qu'il a fait avant? Est-ce qu'il est au contraire pas lié du tout, considérant que c'est un nouveau goodwill pur et dur, et donc je vais pouvoir éventuellement l'amortir, ou au contraire l'amortir sur une durée forfaitaire, ou sur une durée plus ou moins longue? Est-ce que, bref, je vais avoir un traitement différent par rapport à l'engagement que j'ai pris au moment du passage? Et donc, on a été questionné à la compagnie des commissaires aux comptes là-dessus, et on a répondu qu'on était lié avec la méthode retenue sur les 70%, donc avant la réforme, à la condition de dire que ce complément de participation touche la même filiale et concerne le même business qu'avant. Donc ça paraît logique, puisque ça concerne la même chose, de poursuivre le traitement sur lequel on avait opté au moment du passage. Si en revanche, on est capable de faire la démonstration qu'il s'agit d'un nouveau business, d'une nouvelle activité, qui pourrait être par exemple très spécifique en termes de nouveauté, la filiale peut avoir sa vie évoluer et avoir augmenté son activité, son champ de tir, et que le groupe ait pris 30% sur cette partie-là nouvelle. Et là, on a dit, effectivement, si c'est le cas, on peut reconnaître un goodwill en tant que tel et le traiter différemment de ce qu'on a pu faire avant. D'accord. Donc ça, c'est un vrai changement pratique pour les groupes, parce qu'il va falloir revenir au passé pour savoir qu'est-ce qu'on a fait au moment du passage au 1er janvier 2016 et être logique dans le traitement s'il s'agit de la même contrepartie, le même business ou la même filiale. Donc voilà les deux retours d'expérience forts. Approche méthodologique dans l'évaluation, qui n'est pas forcément évidente, qui est plutôt lourde. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on achète par voie successive des entreprises et quel est le traitement dans les comptes consolidés? On voit bien que ça peut avoir des sujets. Et ça peut être, encore une fois, des sujets plus complexes, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, pour savoir comment j'évalue tout ça. Parce que finalement, j'ai acheté des morceaux différents, avec des valeurs différentes. In fine, je me retrouve avec une seule filiale qui, elle, va être évaluée. Et c'est ça que je vais devoir comparer avec les comptes ensuite. Donc, voilà, je voulais vous apporter cet éclairage-là parce que la compagnie et les commissaires aux comptes a produit une réponse sur ce sujet et je voulais insister dessus aujourd'hui. Merci Jean-Charles. Là, ça commence de manière dense déjà. Oui, effectivement. Alors maintenant, en ce qui concerne la possibilité d'opter pour la simplification proposée par l'ANC à l'attention des PME, quels sont les points d'attention auxquels les professionnels du chiffre sont confrontés ? Alors là aussi, beaucoup de questionnements par les professionnels. Je vous rappelle qu'une petite entreprise, c'est une entreprise définie par les règles européennes qui ont été transposées en France il y a 2 ans maintenant en termes de définition. Une petite entreprise, je rappelle, c'est une entreprise qui ne dépasse pas 2 des seuils suivants, 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés. 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan, 50 salariés. Dès lors qu'elle ne dépasse pas 2 de ces 3 seuils, elle est considérée comme petite. Et l'ANC avait proposé pour ces entreprises,
au lieu de rentrer dans une complexité d'évaluation, comme je viens de le rappeler, évaluation globale de la société tous les ans, et par différence déterminer l'élément qui est attaché au fonds commercial, elle avait proposé aux petites entreprises d'amortir forfaitairement, sur une durée de 10 ans, leur fonds commercial, pour éviter d'avoir une méthodologie complexe, une usine à gaz, si je peux me permettre l'expression, à monter chaque année pour une petite entreprise. C'est vraiment un gros problème. D'ailleurs, je m'en suis exprimé plusieurs fois dans la presse professionnelle, considérant que c'était complètement inadapté pour une PME d'avoir ce type de test de valeur. C'était peut-être un peu brutal. Donc l'ANC a proposé justement une option de simplification, de dire ne vous posez pas plus de questions que ça sur vos valeurs en fin d'année, amortissez le fonds commercial sur 10 ans. Le problème qu'on avait, c'était de savoir comment cette disposition va vivre. Et c'est pour ça que la question est intéressante aujourd'hui, parce que la question était de savoir, imaginons que je ne dépasse pas les seuils au moment de la réforme, 1er janvier 2016, et puis d'un seul coup, mon activité va crescendo, j'explose mon chiffre d'affaires, je ne suis plus dans les seuils. Je suis au-delà des seuils et je ne suis donc plus une PME. Qu'est-ce que je fais avec mon fonds commercial que j'ai amorti depuis 10 ans? J'arrête, qu'est-ce que je fais avec? Donc la profession a pris position là-dessus, de dire à partir du moment où on avait été dans une situation de ne pas dépasser les seuils, de pouvoir opter pour, pour amortir sur 10 ans, eh bien je continue, même si je dépasse les seuils. Donc je continue ce que j'avais fait avant. Et si, en revanche, je suis dans une situation inverse, c'est-à-dire que j'étais gros et je deviens petit, est-ce que d'un seul coup, je peux amortir mes fonds commerciaux sur 10 ans? La réponse est oui. Mais en revanche, je ne peux pas faire le changement. C'est-à-dire que je dois regarder ce qui se passe à date. C'est-à-dire que je ne peux pas faire machine arrière dès lors que j'ai dépassé les seuils, forcément. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment où je prends la décision d'amortir sur 10 ans, je n'ai pas dépassé les seuils. Je ne peux pas faire des allers-retours régulièrement. Et ceci a été réaffirmé par l'ANC dans le cadre de son groupe de travail Changement de méthode. On a bien expliqué que dès lors qu'on était lié avec ce changement, il fallait aller jusqu'au bout. Et on pouvait continuer cette démarche sous réserve de ne pas dépasser les seuils dans le futur. Ce n'était pas une application strictement limitée au 1er janvier 2016. D'accord, très bien. Intéressons-nous maintenant au traitement comptable du produit lié à l'invalidation de la contribution dividende de 3%. Alors c'est un sujet qui a donné un peu de fil à retordre à la commission commune de doctrine comptable de la CNCC et du Conseil supérieur de l'ordre, parce que c'est un sujet qui n'est pas si simple qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? Alors oui, vous êtes très bien informé, je suis épaté. Parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de difficultés à trouver une conclusion qui satisfasse la profession. Pourquoi? Parce qu'on est face à une question de savoir si le produit issu de ce remboursement est certain à la clôture. Et ça, c'est très subjectif. Comment dire qu'il est effectivement certain? Est-ce qu'il est certain parce que l'entreprise a fait une réclamation et que, a priori, du fait de cette réclamation et compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, d'avoir invalidé cette contribution et d'avoir imposé quelque part le remboursement à l'entreprise, on a un produit immédiat, sans discussion aucune, parce que j'ai fait la réclamation. Ça, c'était une approche, mais vous pouviez aussi avoir une deuxième approche qui consistait à dire que, compte tenu de la nature de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, j'ai un droit à recevoir ce remboursement au titre de cette contribution. Que j'ai fait la réclamation ou pas à date. Mais attention, faire la réclamation dans les délais prescrits. C'est-à-dire que la question de savoir si j'ai un droit, évidemment, doit être analysée au regard de la prescription. On a peut-être un droit, mais il ne sera peut-être pas recevable du tout si je suis dans une période hors délai vis-à-vis de l'administration. Et c'est là où ça a fait effectivement beaucoup de discussions, parce que certains considéraient que la condition sine qua non, c'était de réclamer, et d'avoir formalisé une réclamation dans les délais de prescription imposés par l'administration fiscale. Et d'autres considéraient que le Conseil constitutionnel était suffisamment puissant dans sa décision pour dire que j'avais un droit, et même si je prends le temps qu'il faut pour faire ma réclamation plus tard, dans les délais de réclamation imposés par l'administration fiscale, je pourrais comptabiliser quand même un produit. Donc, voilà comment ça s'est passé. Alors après, on peut rentrer, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais l'idée était celle-ci. Donc, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 31 décembre 2017, de toute façon, si vous n'avez pas fait de réclamation au titre des
cotisations que vous avez payées, des contributions que vous avez payées en 2015, si vous n'avez pas fait de réclamation au 31 décembre 2017, qu'il y ait un droit ou pas, c'est mort. C'est mort. Parce Ça, c'est que clair. vous êtes hors délai, l'administration va vous rejeter votre réclamation si vous la faites en janvier. Vous auriez dû la faire dans les 2 ans qui suivent, c'est-à-dire le 31 décembre 2017, vous auriez dû réclamer auprès de l'administration le remboursement de votre contribution. Vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de produit. C'est clair. Et là-dessus, on est tous d'accord au niveau de la profession pour dire cela. Maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pour 16 et 17. Parce que vous avez des entreprises qui, soit, compte tenu de l'actualité, se sont jetées sur leur bordereau de réclamation et ont tout fait en même temps et réclamé 15, 16, 17. Et du coup, elles ont réclamé 16 et 17. Donc là, elles vont sans aucun problème constater un produit. Mais vous en avez d'autres qui ont pris un peu leur temps. Moi, je connais des petites entreprises qui ont délégué ça à des professionnels, puis qui n'ont pas forcément foncé tout droit au mois de décembre avec une réclamation et qui se sont dit, bah, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Plus tard, mais dans les délais de prescription. D'accord ? Donc la question était de savoir, pour celles qui n'ont pas fait la réclamation, est-ce que en 2017, elles peuvent constater un produit à recevoir au titre de le remboursement de la contribution de 2016 et de la contribution de 2017. Parce qu'il y a certaines entreprises qui, malgré tout, en l'attente des discussions avec le Conseil constitutionnel, avaient quand même payé leur contribution en 2017. Donc elles se voient peut-être devoir demander un remboursement. Eh bien, pour celles-là, et c'est pour ça qu'il y a eu des allers-retours un peu à la commission des études comptables que je préside, c'était de dire, ben, on a un droit, donc je prends. Donc, en 2017, nous, professionnels, on devrait accepter la reconnaissance d'un produit à recevoir au titre de 2016 et de 2017, même si l'entreprise n'a pas fait sa réclamation. Voilà. Alors, il faut faire très attention à ce genre d'affirmation, personnellement, parce que c'est un cas particulier dans lequel on est aujourd'hui. Qu'on n'aille pas imaginer, parce que j'ai un droit de devoir recouvrer un impôt quelconque, de demander un remboursement quelconque, d'obtenir un crédit d'impôt quelconque, que je vais l'enregistrer immédiatement, sans condition de forme. Ça, il faut faire très attention à ça, parce que là, ça serait faire fausse route. Parce que là, pour le coup, le produit est certain parce que, justement, on a fait les démarches qu'il fallait avec. Au cas particulier, on est dans un cas très, très ciblé. Le Conseil constitutionnel a quand même une force de législation forte, enfin puissante, et c'est donc logique qu'on ait pu aboutir à cette situation-là. Mais je sais que ça a ému certains confrères de dire, vous comptabilisez un produit à recevoir en tant que droit à recevoir, attention, parce qu'il y a quand même de la forme à respecter qui est cette réclamation. Alors après, il y a le sujet de savoir qu'est-ce qui se passe, petite parenthèse, qui n'a pas du tout été traitée par la commission des études comptables, en tout cas dans la réponse écrite qu'elle a adressée et qui sera publiée sur ce sujet-là très prochainement. La question était de savoir qu'est-ce qui se passe pour les années précédentes, c'est-à-dire ceux qui avaient absolument rien fait, qui n'ont rien vu venir, qui n'ont rien réclamé au titre de 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'accord ? Vous avez des entreprises, moi j'ai un cas, hein, une petite PME familiale, qui n'a pas vu le truc venir et qui n'a rien fait du tout. C'est-à-dire qui n'a pas fait de réclamation. Et quand elle a eu la réponse du Conseil constitutionnel en octobre, elle s'est dit, ah ben tiens, je vais me réclamer 12, 13, 14, 15, 16 et 17 en l'occurrence, elle n'avait pas payé. Et nous, on lui a dit, attendez, prudence absolue, parce que vous ne pouvez pas comptabiliser un produit à recevoir. Que vous ayez un droit ou pas, la prescription est arrivée, 12, 13, 14, 15, c'est mort, il fallait le faire avant le 31 décembre 2017. Faites attention. Et vous avez aujourd'hui des entreprises, notamment les grosses entreprises, qui ont mis le paquet avec des cabinets fiscalistes puissants pour obtenir, malgré tout, par voie contentieuse, le remboursement de cette contribution. Mais là, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que je pense que certains de vos abonnés vont peut-être avoir ce cas-là. Moi, j'invite à la prudence quand même et de regarder au cas par cas la situation, de voir quelle est effectivement la probabilité d'avoir ce remboursement. C'est sûr que ça va faire beaucoup de bruit. Vous le savez, le Trésor a dit clairement qu'il ne pouvait pas tout payer. Hein. On parle de milliards là pour le coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir comptabiliser? C'est du cas par cas. C'est sûr qu'une entreprise qui n'a rien fait pour les années prescrites, ça va être compliqué de l'avoir. Maintenant, cette affaire ayant fait tellement de bruit, il n'est pas impossible que le Trésor lâche
et que le Conseil, avec une jurisprudence qui va aider les entreprises. Mais pour le moment, moi, j'opterais pour la prudence absolue et de regarder au cas par cas. Alors, ensuite, il y a le sujet des intérêts moratoires qui se posent, de savoir est-ce qu'on les comptabilise aussi avec. Le Conseil constitutionnel n'a rien dit là-dessus. Il a pris une position sur le principal, mais il n'a pas dit un mot sur les intérêts moratoires. Donc, a priori, on appliquera les règles habituelles liées à ces intérêts moratoires qui sont généralement payés par l'administration. Mais là aussi, prudence, puisque vous le savez, l'administration a fait passer dans sa loi de finances fin 2017 un texte qui a réduit le taux d'intérêt moratoire. Il est passé de 4,80 à 2,40. Donc la grosse question que vont se poser les entreprises, c'est de savoir si le produit à recevoir au titre des intérêts moratoires devra être évalué à 4,80 ou à 2,40. Et là aussi, c'est du cas par cas. Certains estiment que par voie contentieuse, on va pouvoir réclamer 4,80. D'autres estiment que non, c'est le taux qui s'applique au moment où l'administration fera son chèque, c'est-à-dire 2,40. Et en pratique, moi, les quelques clients qui ont commencé à obtenir des remboursements se sont vus voir des intérêts à 2,40. Donc ça montre bien que l'administration a bien pris le dernier taux. Mais certains fiscalistes souhaitent faire du contentieux pour obtenir la différence. Mais là aussi, tout dépend des montants. C'est sûr que c'est intéressant de savoir s'il y a un contentieux à faire, parce que les montants sont énormes. Donc ça, c'est sur le principe. La décision qu'a prise la compagnie, enfin la commission commune de doctrine comptable, sur le principe. Maintenant, une fois qu'on a affiché le principe, comptablement, qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi, je suis peut-être assez long, mais je ne veux pas vous ennuyer. Mais vous ne m'ennuyez pas, le sujet est complexe, on l'a dit. Donc ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, parce qu'effectivement, ça a pris beaucoup de temps pour les membres de la commission de trancher là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit qu'on avait le produit ou pas, ou un produit à recevoir à comptabiliser? Eh bien, première chose qu'on a confirmée, c'est de dire que ce produit va au même endroit que la charge à l'époque. La charge était un compte de contribution additionnelle, qui était un compte 695. On a dit donc le produit ira au crédit du compte 695. Donc ça, c'est clair. Ensuite, se pose la question des intérêts moratoires. Et là, il y a eu discussion aussi au niveau de la commission de savoir est-ce que c'était des intérêts financiers, est-ce que c'était du résultat financier, est-ce que c'était du résultat exceptionnel, ou au contraire, c'était comme de l'impôt, le principal, l'accessoire suivant le principal. Eh bien, on n'a pas pu trancher. On a dit finalement les trois sont possibles. Tout dépend de savoir comment l'entreprise comptabilise ses intérêts moratoires dans le passé quand elle a, elle, des rappels d'impôts à payer. Et où est-ce qu'elle met la charge quand elle a des rappels d'impôts à payer? Eh bien, si elle la met habituellement en résultat exceptionnel, qu'elle place ce produit d'intérêt moratoire sur la contribution de 3% sur le résultat exceptionnel. À défaut, elle est liée par son traitement. Elle pourra le mettre en financier comme elle pourra le mettre au poste impôt. Voilà. Donc tout ceci a fait l'objet d'une réponse complète qui sera très bientôt publiée et je pense promue dans votre revue. Merci beaucoup Jean-Charles Boucher d'être venu cette année avec encore. Avec grand plaisir. Voilà, pour toutes ces précisions pratiques, ces appels à prudence qu'on aura bien entendus. Oui. Et puis au plaisir de vous recevoir à nouveau pour partager votre expertise avec nos abonnés. J'ai envie de vous dire à l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce magazine consacré à l'arrêté des comptes. Prochain rendez-vous avec les experts du groupe Revue Fiduciaire le mois prochain. Et d'ici là, bien sûr, l'info continue sur notre web TV avec le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À très vite.